Alors, vous avez lancé un appel à la manifestation de soutien au Donbass. Quel est le but, rapidement, de cette journée pour vous? Ben écoutez, je pense qu'on est tous des résidents de la planète Terre. Et moi, peu importe l'endroit, quand il y a des tragédies humaines comme ça, la guerre, je trouve ça terrible. Et d'autant plus que je suis vraiment très affecté par cette guerre-là, parce que la ville, bon, je suis allé en Ukraine un peu partout, mais j'ai passé beaucoup de temps dans la ville de Donetsk. Et on a commencé, ben, premièrement, on a démoli, on a bombardé l'aéroport de Donetsk, qui n'est pas vieux, hein? En fait, il y avait un aéroport un peu vétuste, Donetsk, mais il y avait aussi le nouvel aéroport qu'on a inauguré pour la Coupe d'Europe de foot. Et donc, on l'a complètement détruit. Et écoutez, je trouve ça vraiment terrible. Donc, tout de suite, je me suis senti interpellé. J'ai lancé une invitation sur Facebook et à peu près une heure plus tard, j'ai appris qu'il y avait déjà une manifestation qui était prévue à la même heure, le même jour, et j'ai communiqué avec ces gens-là. Heureusement, parce que si j'avais fait la manifestation tout seul, il y aurait peut-être eu 3 personnes qui seraient venues. Donc, on dirait, je ne sais pas, que les gens... ben, premièrement, la campagne de propagande contre Poutine a vraiment fait son œuvre. C'est terrible, là. On fait passer Poutine comme l'envahisseur, alors que c'est pas du tout le cas. Supporter la population du Donbass, vous affirmez, on sait que vous y avez séjourné. Est-ce que vous avez encore des contacts là-bas? Et puis quel est l'état d'esprit en ce moment? Comment sont les gens là-bas en ce moment? Ben, moi j'ai écrit à une fille que j'aimais beaucoup et on a un petit peu perdu contact, puis je lui ai écrit et elle m'a pas répondu. Donc j'imagine qu'en ce moment, ça doit être très chaotique, les communications. Euh, j'ai des amis là-bas, mais c'est pas des grands amis, mais je connais beaucoup de monde là-bas. Je marche dans la rue, ah, salut, etc. Là, donc, je ne sais pas ce qui se passe exactement. C'est sûr que, je pourrais vous dire, je partage maintenant ma vie entre Montréal et Québec. Et donc, je suis à Québec depuis 2008, puis je connais pas tant de monde que ça à Québec non plus. Là, donc, c'est plus des bonnes connaissances des gens, mais c'est terrible quand même là, de voir ça. Là, moi, ça m'interpelle beaucoup. Quand j'ai vu les photos aujourd'hui d'un autobus, des gens par terre, puis je voyais exactement où c'était. Là. C'est ça qui est de grave. Là. C'est pas comme quelque chose... Parce que, de toute façon, on vit dans un monde tellement sensationnaliste et finalement, tout est banalisé. Les gens sont tellement habitués de voir de la violence. De toute façon, les films projettent ça, puis il y a de la violence tout le temps, partout, puis les gens s'habituent à ça. Mais quand tu es vraiment touché de près, puis c'est drôle parce que pendant, ça a quand même duré 1 heure et demie, l'événement, la manifestation qu'on a faite. Et il y a beaucoup de gens qui ont parlé. Ça m'a vraiment surpris de voir les Russes, là, comment est-ce que, tout le monde vint sa petite timidité de parler en public. Mais je me suis dit, Colin, ça pourrait nous arriver à nous autres aussi. Parce que les Américains, ils ont comme aucune morale, là, aucun scrupule. Ils fessent dans le tas, puis quand c'est pas cette région-là, c'est un autre. Puis parce que leur économie va mal, puis bon, tout est faux. Hein? C'est la tricherie totale. Tu regardes ce qui se passe, tu regardes un pays comme le Brésil, là, tu te dis, hey, ça c'est une vraie économie là, qui fonctionne à plein régime. Tu regardes l'Allemagne, ils ont des... ils ont des usines, des industries qui sont fortes. Tu regardes la France, qui est quand même un pays fort, mais que tu vois que ça va mal en ce moment en France, mais les États-Unis puis l'Angleterre, ça devrait pas du tout bien aller, puis ça va bien. Pourquoi? Parce qu'ils trichent, parce qu'ils contrôlent les leviers économiques, et c'est comme ça qu'ils restent au sommet, puis en plus de ça, ils font la guerre. Et moi, même là, je me dis, je regarde,
la Seconde Guerre mondiale, tu sais, on a une opinion de ce qui s'est passé, mais si il y avait autant de propagande à l'époque qu'il y en a maintenant, ben, je me demande qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Elle a été financée par les mêmes. Oui, oui. Les partis nazis étaient financés par les États-Unis dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir en 1933. Oui, c'est ça. Rothschild était un des banquiers d'Hitler. Quand même, la propagande fonctionne, puisque au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, selon un sondage, les gens disaient que c'était la Russie qui avait gagné la Seconde Guerre mondiale. Et selon une étude faite récemment, si on interroge les gens, ils disent que c'est les États-Unis qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, qui ont libéré l'Europe. Donc la propagande, sur ces 40, 50 dernières années, les gens considèrent ça. Ben oui, c'est clair. Selon votre propre maison d'édition, donc les éditions Michel Brûlé, vous avez édité Arabesque américaine, le rôle des États-Unis dans les révoltes de la rue arabe, de l'auteur Ahmed Ben Saada. Est-ce que vous croyez qu'on peut faire un lien ou un parallèle avec le printemps arabe et l'Euro-Maïdan? Oui, bien c'est sûr que si on regarde Arabesque américaine, en fait, quand Ahmed Ben Saada m'a contacté, il m'a dit, écoute, quand j'ai vu le point des combattants de la liberté qui étaient contre les régimes arabes en place, il m'a dit, écoute, c'était le même point qu'on utilisait en Serbie, tu sais. Donc, finalement, en creusant, il s'est rendu compte que c'était des intérêts américains qui étaient derrière ça. Donc, si on regarde, par exemple, en Ukraine, moi, je suis allé, vous savez que 75% de l'Ukraine, c'est des russophones. Et donc, il y a seulement 25% d'Ukrainiens qui sont ukrainophones. Et au lendemain de l'indépendance, on a voté une loi pour que l'ukrainien soit la seule langue officielle de l'Ukraine, et on a accepté ça. Les russophones ont accepté ça. Et donc, ces gens-là vivaient dans la paix. J'en parlais pendant la manifestation. Bon, il y a une petite chaîne de restaurants qui s'appelle Stary Gorod, et ils ont 3 très, très gros restaurants. Un à Donetsk, un à Lvov et un à Kharkov. Et à un moment donné, les 3 animateurs se sont parlé en duplex. Et donc, on parlait en russe, en ukrainien, puis il n'y avait pas de problème. Je suis allé dans des endroits où on parlait pas russe, mais le russe et l'ukrainien, ces 2 langues sont très voisines. C'est un peu comme le polonais et l'espagnol. Et bon, c'est un peu comme les Polonais, le portugais et l'espagnol. J'ai-tu dit polonais et l'espagnol? Donc, c'est un peu comme le portugais et l'espagnol. Fait que, bon, tu arrives à te comprendre. Fait que, tu sais, à un moment donné, spasiba, c'est merci, mais en ukrainien, c'est diakouye. Donc, je dis à une fille, je commence à lui parler. Là, elle me dit, je comprends pas le russe. Puis là, je lui dis... Vous очень красива, tu sais, vous êtes très belle. Alors que en ukrainien, je pense que c'est Dubna, ou en tout cas, peu importe, là, mais finalement, on pouvait se comprendre puis parler. À un moment donné, j'en ai un pendant l'Eurovision, qui a eu lieu à Kiev il y a à peu près une dizaine d'années. Puis le gars, je lui demande... telle rue, où se trouve telle rue. Et là, finalement, il me répond en ukrainien. Et là, je commence à lui dire, pardon, monsieur, où se trouve la rue? Je lui dis en français. Puis là, il dit, oui, François, vous êtes français. Puis là, il a commencé à me parler en russe, parce qu'effectivement, le russe, c'est une langue internationale. Le russe, on peut parler le russe un peu partout dans le monde. Et donc, c'est ça. Selon les chiffres officiels de l'ONU, on compte déjà plus de 5000 morts depuis le début des hostilités déclenchées en avril dernier par l'opération qualifiée d'antiterroriste par le régime du nouveau gouvernement de Kiev. Que pensez-vous des médias de masse occidentaux qui entretiennent l'idée que les forces républicaines du Donbass seraient des terroristes? C'est scandaleux. Écoutez, premièrement, la vérité est toute simple, c'est qu'il y avait un gouvernement élu démocratiquement. OK, c'est sûr que Yanukovych, le président, est quelqu'un de corrompu, mais Timoshenko était corrompu aussi. Donc, ça, c'est un problème qui est tout autre. Mais, donc, on a renversé ce gouvernement-là. On l'a remplacé par un gouvernement pro-américain.
avec comme chef Petroshenko. La première chose qu'il a faite, c'est de provoquer la majorité russe en passant des lois anti-russes. Là, on a vu les Russes faire un tour de force en allant chercher la Crimée, mais Poutine a réussi à mobiliser 150 000 soldats en 2-3 semaines. Écoutez, les Américains, s'il y avait une vraie bataille, parce que tu sais, on parlait de tricherie tout à l'heure, les Américains, les guerres qu'ils font, c'est pas des guerres. Tu sais, si on revenait à des vraies guerres, là, des guerres de tranchées, on oublie ça, les Américains, mais tu sais, quand tu attaques, tu sais, les Serbes, par exemple, je suis allé en Serbie, puis les Serbes, ils disaient, écoutez, on nous bombardait, puis on n'avait aucun canon qui était capable de se rendre jusqu'à leurs avions. Tu sais, donc, c'est une guerre qui est très, très lâche. Quant à moi, c'est un peu comme deux gros gars bien forts qui battent un petit enfant de 4 ans. C'est un peu ça. Tu sais, c'est des guerres qui sont très, très lâches. Mais je vois pas où ces gens-là seraient des terroristes. Écoutez, c'est des Ukrainiens d'origine russe. Hein. On sait que cette partie-là de l'Ukraine, le Donbass, appartenait à la Russie à un certain moment donné. On y parle russe. Donc, pourquoi tuer ces gens-là? On vivait dans la paix. C'est ça que je trouve terrible. Je trouve ça épouvantable qu'on tolère ces choses-là chez nous. Là. Tu sais, qu'on se ferme les yeux devant ça, que les gens soient pas plus au fait qu'il puisse y avoir de la propagande. Que pensez-vous du fait que le régime du président pro-occidental tolère des milices ouvertement nazis à l'intérieur, arborant des signes nazis, même le bataillon de Azov arbore la rune du loup en rapport avec les nazis. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, je pense que c'est tout à fait logique avec cette offensive-là, parce qu'effectivement, il y a 25% d'Ukrainiens qui sont ukrainophones. Mais la majorité de ces gens-là ne sont pas hostiles aux Russes. Donc, évidemment, les Américains, puis c'est ce qu'ils font partout, c'est diviser pour régner, ils vont chercher des fanatiques où ils les créent, tout simplement, en leur donnant de l'argent. C'est facile. Tu as des gens que tu sors de prison, par exemple, puis tu leur dis, c'est la liberté, mais la liberté, c'est au prix de tuer le plus de russophones possible. Eux autres, ils vargent dans le tas. C'est des gens qui sont peut-être même qu'on peut sortir des asiles. Il y a toutes sortes de possibilités. Mais moi, j'ai jamais vu d'animosité, d'hostilité chez les ukrainophones. On me parlait en ukrainien des fois quand je leur parlais en russe, mais je leur disais, écoutez, moi, je ne peux pas apprendre toutes les langues de la planète. Là. Tu sais, le russe, c'est une langue internationale. Au même titre que l'espagnol est une langue internationale, que le portugais est une langue internationale. Mais moi, si je vais en Catalogne, puis qu'on me dit, écoute, faut que tu parles catalan, moi, je dis, écoute, moi, je parle 2 langues internationales, le français et l'espagnol. Je pourrais apprendre le catalan très facilement parce que ça ressemble beaucoup. Mais si on me dit, faut que tu parles biélorusse, là, je vais dire, écoute, on peut-tu parler russe? Là, donc, c'est un peu ça la dynamique. Vous n'avez jamais, quand vous étiez là-bas, vous n'avez jamais senti de sentiment, vous n'avez jamais ressenti du racisme dans ces sociétés? Pas du tout, pas du tout. Là. Quand je suis allé à Lvov, puis je leur disais aux gens, écoutez, Lvov, de toute façon, ça s'est déjà appelé Lemberg, et le premier journal qui était publié à Lvov était en français. J'ai vu ça sur Wikipédia. Quoique Wikipédia, on ne peut pas toujours s'y fier, loin de là. Mais donc, ça a déjà fait partie de l'Empire austro-hongrois. Ça a fait partie aussi de la Pologne. Mais c'est vraiment le bastion principal ukrainophone. C'est la plus grande ville ukrainophone d'Ukraine. Et jamais j'ai senti de friction. Si vous regardez Kiev, on y parle 3 langues à Kiev. Est-ce qu'on est en train de martyriser les russophones de Kiev? Probablement. Mais normalement, à Kiev, on parle ukrainien, russe, je dirais même russe avant l'ukrainien,
et surgique. Surgique, c'est un peu comme le chiac. Hein? C'est un peu comme... donc, c'est des mots russes, des mots ukrainiens, russes, ukrainiens, c'est vraiment... mais les gens qui parlent surgique, comme quelqu'un qui parle chiac, tu vas dire à quelqu'un qui parle chiac, t'es-tu francophone ou anglophone? Il va dire, je suis francophone. Pourtant, il parle chiac. Donc, il y a à peu près 25% d'Ukrainiens qui parlent surgique, mais ces gens-là se considèrent comme des russophones. Une question sur le Québec, le fait que vous ayez fait appel à plusieurs journaux, des médias de masse, on va dire, personne n'est venu. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Ben, vous n'êtes pas surpris. Ouais, je ne suis pas surpris, je suis déçu, c'est sûr. Mais ça prouve à quel point le Canada est le petit chien-chien des États-Unis, parce que si on regarde la situation actuelle, quand je parlais de tricherie tout à l'heure, bon, les Américains, les Anglais contrôlent le prix du pétrole, le prix de change des monnaies, des devises étrangères, etc. Contrôlent aussi, évidemment, le prix de l'or. Et donc, on a décidé de baisser, de baisser le prix du pétrole pour faire mal aux Russes, c'est évident, mais ça fait énormément mal au Canada. Mais ça prouve à quel point le Canada est le petit chien-chien des États-Unis. Parce qu'on fait mal au Canada et malgré tout, le Canada dit absolument rien. Le plus grand chien-chien des Américains contre Poutine, là, on a vu Stephen Harper là, personnellement là, qui l'a confronté, etc. Là. Donc, c'est bas. Mais écoutez, il y a Jules Renard qui disait on tue un homme, on est un assassin. On en tue 100, on est un conquérant. On les tue tous, on est un dieu. Donc, effectivement, les Américains, ils tuent tout le monde. Ils ont exterminé 40 millions d'Amérindiens. C'est pas grave. Nous, on veut faire des Québécois des soldats soumis à l'Empire anglo-américain. Et on n'est pas des Anglo-américains. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne me surprendrait pas qu'un jour, ils nous attaquent. Tout est possible. Puis ça serait à l'indifférence de tout le monde. Et je trouve ça épouvantable. Écoutez, quand les Français étaient plus ou moins les maîtres du monde, il y avait quand même une ouverture. Tu sais, ils disaient, bon, l'opéra, OK, on a fait Carmen. C'est ça. Ben oui, on a fait Carmen, mais l'opéra, c'est d'abord et avant tout italien ou allemand. Il disait, bon, la philosophie, bon, on a des cartes, mais c'est quand même plus les Grecs anciens ou les Allemands. Il disait, oui, mais la littérature, c'est nous. Tu sais? Puis en secret, tout le monde disait que la littérature russe était supérieure. Alors que les Anglais et les Américains sont meilleurs dans tout, là. Tu sais, sont numéro 1 dans tout. C'est absolument terrible. Et ce lavage de cerveau-là, fonctionne. Tu regardes les Russes. Moi, j'ai passé 2 ans et demi de ma vie en Russie. Je parle russe couramment parce que je ne serais pas capable de fonctionner en Russie. Il faut parler russe. Et c'est un peuple qui est super intéressant et c'est un peuple aussi qui est très xénophile, qui est très ouvert aux étrangers. Tu vas dans une discothèque russe, tu vas entendre le dernier tube, tu la chanson de Maître Jim qui s'appelle, c'est quoi donc, Zombie, hein, qui est une chanson formidable. Tu as le mot subconscient dans un tube international, là. Et c'est quand même assez hallucinant d'avoir ce mot-là dans un tube. Et donc, cette chanson-là, je l'ai entendue pour la première fois de ma vie dans une discothèque ukrainienne de la partie russophone. Donc, finalement, on se rend compte que tu as un tube grec, turc, arabe, tu vas tout entendre ça. Donc, il y a vraiment une ouverture sur le monde de la part des Russes qui m'a toujours fasciné. Tu as plein de cafés où ils mettent le poste de musique. Là, je me souviens plus le nom. Là, chez nous, c'est Musique Plus, là, mais en France, c'est quoi les 3 lettres? Là, il y a MCM. Bon, écoute, à Vladivostok, qui est à côté du Japon, là,
à l'est complètement de la Russie. Il y avait la plupart des cafés, c'était MCM qui mettait. Donc, tu sais, il y a une ouverture qui m'a toujours fasciné. Puis je trouve ça épouvantable qu'on soit fermé à ce point-là. Puis aussi, je me dis, OK, Radio-Canada, c'est une chose, mais que TVA, qui est un poste privé, entre dans le jeu. Tu sais, le discours entre TVA et Radio-Canada, là, il n'y a pas grande différence. Là. Ok, bah merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci.